Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission quotidienne Poussons le débat. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui, deuxième jour de salon. Alors aujourd'hui, on va parler nouvelles espèces et on va se projeter en 2050, voir si on va pouvoir avoir de nouvelles espèces. Est-ce que c'est un fantasme, une réalité? On sait que la filière semences va devoir s'adapter au réchauffement climatique et donc il va falloir inventer. Est-ce que ces nouvelles espèces seront là en 2050? Quelles devraient être leurs caractéristiques? Où est-ce qu'on en est? C'est ce qu'on va voir avec mes invités que je retrouve tout de suite. Et je vous salue tous. Merci d'être là. Alors je vous présente, je commence par les garçons, puisqu'on est en pleine parité, on peut commencer par les garçons. Gilles Robillard, vous êtes président de Terre Innovia, l'Institut technique de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre. Bienvenue à vous. Eudes Coutet, vous êtes co-gérant de la société Coutet-Audouin, vous êtes agriculteur. Marie-Cécile Dama, vous êtes responsable innovation et affaires internationales au sein du think tank Agridé et vous avez une note même avec vous, que vous allez nous en parler. Et Delphine Taillet, vous êtes directrice générale déléguée du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, le CTI. Merci d'être là avec nous. Comme je le disais, on essaie de se projeter un petit peu dans cette émission. On se projette en 2050. On sait qu'il y a des changements qui ont lieu actuellement, les changements climatiques, réchauffement, changement, des inondations, de la sécheresse, des nouveaux ravageurs, pas mal de choses qui changent autour de nous. Et forcément, en termes de filière, il faut s'adapter et il faut essayer de trouver des nouvelles solutions, voir si c'est des opportunités ou bien si c'est des inconvénients de lutter contre peut-être des ravageurs, des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Je vais commencer avec vous, Gilles Robillard. Peut-être pour un premier tour d'horizon des changements à venir, ou qui sont déjà là pour la filière, est-ce qu'on sait un petit peu tous ces changements? Est-ce qu'on a une meilleure connaissance maintenant? Quelle est la prise de conscience au niveau de la filière? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus? Alors, la prise de conscience, je crois qu'elle est collective. On subit tous des années compliquées, soit trop sèches, soit trop humides, soit trop froides. Des gelées de printemps, par exemple, sur la vigne. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ça fait consensus. Le changement, le dérèglement, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a un réel changement climatique qui est là. Et pour nos espèces, c'est vraiment impactant. D'ailleurs, on ne dit plus forcément que réchauffement climatique, on parle, comme vous l'avez dit, de dérèglement climatique, parce qu'on a tous les phénomènes qui sont là en même temps, quasiment. En fait, on subit des excès en tout genre. C'est plutôt ça, je pense, qu'il faut dire, des excès en tout genre. Donc ensuite, savoir si, si on en a conscience, oui, on en a conscience. Savoir si on est dans les changements et dans l'amorçage des changements. Oui, inéluctablement, on doit l'être pour toutes nos productions. Je pense qu'au sein de la filière Oléopro, on est très concerné par l'impact climatique. Je vous dirais qu'on a déjà amorcé en travaillant sur la rotation des cultures, en travaillant sur l'implantation des cultures en tant que telles. On pourrait prendre l'exemple du colza, ou pour contourner les insectes ravageurs d'automne qui sont plus présents liés au dérèglement climatique, on va faire semer des semences plus précocement ou plus vigoureuses au départ. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler également sur les successions culturales, voire l'insertion d'une nouvelle culture, la cameline, on en parlait, qui va permettre finalement sur des cycles beaucoup plus courts, après une récolte d'escourgeons par exemple, de pouvoir permettre d'avoir un revenu supplémentaire pour l'agriculteur. Mais si on en reste pour l'instant à ce tour d'horizon un peu des changements, est-ce que c'est pareil au niveau de tous les territoires en France? Parce qu'on sait qu'on a une France très diverse en termes de paysage, en termes de culture, d'irrigation. Qu'est-ce qu'il en est si on fait une photo un petit peu de cette France qui est impactée par ces dérèglements climatiques? Alors je dirais pour certaines régions, finalement, ça va être un impact négatif. Si on prend tout le sud de la France, pour tout le méditerranéen, toute l'Occitanie, c'est quand même un impact vraiment négatif. Après, pour certaines régions, ça peut presque être une opportunité. Je vous prendrai le cas du tournesol. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on ne voyait pas du tout de tournesol au nord de la Loire parce que les climats étaient trop froids, la période de récolte était beaucoup trop tardive pour cette culture. Aujourd'hui, on voit du tournesol arriver dans certaines zones. Donc oui, il y a un impact quand même, mais différent sur les régions du territoire français. Et juste dernière question avant de voir sur les opportunités, mais est-ce qu'il va y avoir donc des perdants et des gagnants, ou alors on en viendra après aux solutions, mais on va réussir à retrouver un équilibre?
Sur les espèces actuelles, je dirais oui, on va avoir des perdants et des gagnants, mais l'objectif c'est d'éviter justement, et c'est bien là la projection, c'est d'éviter d'avoir que des perdants. On est bien là pour travailler à apporter des solutions aux agriculteurs. Delphine Taillet, justement, alors Gilles parlait d'impact négatif, mais aussi peut-être d'opportunités avec la possibilité de produire au nord des espèces qu'on ne produisait pas jusque-là parce que le climat ne le permettait pas. Et c'est comme ça que vous le voyez, vous, au sein de votre structure, pas mal d'opportunités quand même à saisir avec ce dérèglement climatique? Alors sur la partie fruits, on voit plutôt le changement climatique si on se projette en 2050. Le micro, voilà. Pardon. Comme une opportunité en fait de réagencement des cultures et d'introduction de nouvelles espèces. Sachant qu'en pérenne, on est obligé de se projeter, donc de se servir des études qui ont pu être faites sur le GIEC pour savoir quel analogue climatique auquel on va être confronté, donc quel temps en gros il va faire à Paris ou quel temps il va faire à Lille, et d'essayer de se projeter les espèces qui vont être en capacité de s'adapter. Et en tout cas sur des espèces fruitières, on a plutôt des opportunités à moyen terme d'implantation d'espèces qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui en France. Alors, ça veut dire des tests, on en parlera tout à l'heure, mais on voit plutôt sur les espèces fruitières comme des opportunités. Sur les annuels, on va rejoindre ce que dit Gilles, c'est-à-dire on est en adaptation et encore en recherche avec des perdants et des gagnants, mais sur le fruit et le pérenne, on voit plutôt ça comme une opportunité, tout à fait. Et vous avez l'impression que la machine s'enclenche vraiment, parce qu'on parlait de prise de conscience, qu'il y a vraiment déjà des actions qui sont réalisées pour s'adapter à tout ça? Alors, la machine, elle s'enclenche. On a déjà des avocats en Corse, de culture d'avocats en Corse, et on est en test, on est en test de culture plutôt exotique. Je vais vous parler de mangue, d'ananas, d'agrumes dans le sud de la France, en Occitanie notamment, où il y a une volonté en tout cas de regarder les conditions sur lesquelles ça va pouvoir s'exprimer, avec deux points de vigilance: l'utilisation de la ressource eau, qui est quand même un gros point de vigilance, et un deuxième point de vigilance, c'est les ravageurs, parce que ça reste une grande interrogation. On va parler du dérèglement climatique. Autant c'est projeter le climat, autant on connaît nos sols, autant la partie ravageur et qu'est-ce qui va arriver demain, ça reste une énorme interrogation pour les cultures concernées. Ça, on n'a pas de visibilité, ou on sait par rapport à d'autres pays qui ont ce type de température, on sait un petit peu ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'on peut faire un copier-coller des situations autour de nous, je ne sais pas, plus au sud ou quoi? Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité sur ce sujet-là, et va falloir qu'on apprenne justement quels ravageurs vont arriver, comment ça va se modéliser, comment les appréhender. Et c'est un vrai sujet de conditions de succès d'implantation de nouvelles espèces sur le territoire français. Donc des mangues, c'est pas mal. D'ailleurs, vous nous avez amené une belle corbeille de fruits avec un peu un patchwork de tout ce qu'on pourrait trouver. On aura de la mangue en France certainement en 2050. Pas mal, ça c'est pas mal. Ouais. Je retiens. Il faut que les tests soient bons. Eux de côté, vous travaillez aussi sur des nouvelles espèces, et notamment le sorgho. Parce que vous considérez que peut-être ça va être un axe, en tout cas vous y croyez fortement, vous avez développé des cultures, vous avez déjà des clients. Expliquez-nous, parlez-nous du sorgho et ce que ça change et quelle opportunité il peut vous offrir. Oui, en effet. Donc moi je me suis installé dans une ferme familiale en 2016. Sur une ferme qui aujourd'hui représente 110 hectares, ce qui est aujourd'hui, par rapport à la moyenne française, une petite ferme. Et mon objectif, ça a été de se dire, par rapport au changement climatique, au dérèglement climatique, quelles plantes je peux faire aujourd'hui pour préparer demain et pour apporter de nouvelles solutions aux consommateurs. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas tout de produire, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on apporte aux consommateurs. Quel enjeu on a sur on parle du bien manger, du bien-être, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour apporter des solutions à nos consommateurs et aussi aider les industriels à trouver de nouvelles solutions. Donc ça a été mon objectif, et une des plantes que j'ai trouvée pertinente, c'est le sorgho, parce que déjà elle est résiliente d'un point de vue sécheresse. C'est une plante qui pousse plutôt en Afrique, qui est originaire d'Afrique, donc qui est en capacité de pousser avec des stress hydriques importants.
Donc du coup, je me suis dit, cette plante, elle a un intérêt agronomique, et en plus, elle est un intérêt agronomique parce qu'on n'a pas besoin de traiter, parce qu'il n'y a pas de ravageurs connus en France. Donc aujourd'hui, avec le climat que l'on a, on n'a pas besoin de traiter, quel que soit le mode opératoire que l'on utilise. Juste par curiosité, comment vous l'avez choisi? Enfin, vous avez identifié par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire de pouvoir pousser en période de sécheresse. C'est comme ça qu'on arrive à identifier à quelle espèce on va s'intéresser et qu'on met en culture? Oui, c'est ça. Et puis après, en débouché aussi par rapport aux graines. Comment on a accès aux graines? Parce qu'aujourd'hui, il y a des plantes qui sont aussi intéressantes qui viennent d'Afrique, mais où sur le marché français, on n'a absolument pas les graines. Donc je me suis intéressé aux graines qui étaient déjà présentes, et notamment dans le sud de la France, le sorgho, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils le cultivent. Donc on avait accès de remontée, et depuis un an, je fais des tests avec Semences de Provence pour essayer d'adapter les variétés du sud dans le nord pour voir quelle variété fonctionne le mieux dans nos terroirs. Et ça plaît aux consommateurs? C'est quoi ça ressemble enfin, ça a un goût particulier? Alors en termes de goût, le sorgho c'est neutre. C'est comme un riz. C'est-à-dire qu'on n'a pas de goût au plat, mais par contre c'est ses valeurs nutritives et notamment de richesse de protéines, de fer, d'antioxydants qui va être intéressant. Et c'est quand même, dans le monde, on a quand même à peu près 300 millions de personnes qui en consomment chaque jour. C'est la spécialité de nombreux pays, et quel que soit le continent aujourd'hui. Donc c'est dommage qu'en France on n'ait pas accès à cette alimentation-là. Et aujourd'hui, moi je le transforme en farine, en graines, en tartinade, en liqueur, et puis sur l'année 2025, on va lancer aussi des nouveautés. Et ça prend, donc, parce que j'imagine que c'est des habitudes quand même différentes pour les consommateurs de consommer du sorgho plutôt que du riz ou plutôt que de la semoule, ou je ne sais pas, ce dont on est habitué au quotidien. Alors, exactement. Alors, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé, on me regardait en me disant mais qu'est-ce que c'est cette plante? Je ne sais absolument pas d'où elle vient, etc. Depuis 5-6 ans et tout le fond qui se trame via le Salon de l'Agriculture, via les médias, etc., il y a aujourd'hui une connaissance de cette plante, et ce que je constate sur mon stand, c'est chaque année, il y a de plus en plus de consommateurs qui disent je connais, j'en ai entendu parler, tiens, j'ai envie d'en manger, j'ai envie d'en consommer. Même chose pour les restaurateurs, etc. Donc il y a un fond qui s'installe, mais qui reste encore une niche. Clairement, c'est encore une niche en France, mais qui, dans les 10 ans, 15 ans à venir, va prendre de plus en plus d'ampleur. D'accord, c'est intéressant. C'est marrant de se dire qu'on va changer d'alimentation, de typologie, mais ça bouge beaucoup de ce côté-là, et c'est vrai qu'on prend d'autres habitudes de consommation au fur et à mesure. C'est ça. Marie-Cécile Damas, un peu même question sur le dérèglement climatique. Est-ce que vous voyez, ce que vous observez, vous, au sein de votre think tank Agridé? Et puis après, vous allez nous parler de votre note, puisque vous prenez la diversification, en fait. Donc, on est un peu ou prou en train de parler de ça finalement. Donc déjà un point sur le dérèglement climatique, comment vous voyez ça vous sur les espèces et la filière semences? Alors, ce qui est intéressant avec le changement climatique, c'est qu'en fait, il y a deux stratégies pour y faire face, c'est l'adaptation et l'atténuation. Là, on a beaucoup parlé d'adaptation, mais il y a aussi l'atténuation, c'est-à-dire comment faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on regarde un petit peu des deux côtés, dans ces deux familles de stratégies-là, dans le think tank. Et en fait, ce qui nous a paru très intéressant, c'est effectivement d'adopter cette stratégie de diversification pour marcher sur ces deux pieds, et pour pouvoir à la fois trouver de nouvelles plantes, de nouvelles espèces, ou chercher de nouvelles variétés qui sont mieux adaptées donc, à ces fameux dérèglements climatiques. Et je suis d'accord que le réchauffement ne suffit plus pour le désigner. Il y a surtout un cortège d'événements extrêmes en fait, qui accompagnent le dérèglement climatique. Surtout en termes de températures extrêmes, très chaud, très froid, des gels tardifs en particulier qui ont des conséquences très graves. Difficiles, oui. Tout à fait, par exemple en viticulture ou en maraîchage. Et puis bien sûr l'atténuation, donc comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre, comment stocker davantage de carbone dans les sols en particulier. Donc il y a toute une gamme en fait de traits, de caractéristiques des semences qui sont évidemment à travailler dans ce cadre. Et on peut arriver à faire ça en parallèle, parce que ça paraît, on a l'impression un peu d'une montagne, je ne vais pas parler d'Himalaya, mais avec
toutes ces choses à faire, découvrir de nouvelles espèces, utiliser des espèces du sud qu'on fait remonter, et en même temps décarboner le sol. C'est beaucoup de choses à faire en même temps, finalement. C'est beaucoup de choses à la fois. La sélection génétique, elle est toujours multifactorielle de toute façon. Évidemment, il y a un gros challenge, mais ça ne suffit pas, parce que ça serait encore trop simple. En fait, ce qui est important, et monsieur vient de le dire, c'est la chaîne en fait, qui va derrière les déboucher, la chaîne de valorisation. Et du coup, c'est là-dessus qu'on a aussi travaillé, à la fois en termes alimentaires et non alimentaires. Donc, dans ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire l'économie du vivant, l'économie biosourcée. Et donc, voilà, la publication qu'on vient de sortir, c'est un petit peu ce qu'elle dit, c'est-à-dire que on ne peut pas produire de tout partout. Évidemment, en fonction des conditions agro-pédoclimatiques sur des territoires, on pourra produire davantage certaines espèces, certaines variétés que d'autres, mais également en fonction de la situation économique du territoire et de l'unité industrielle de transformation et de valorisation de cette biomasse, qu'elle soit en alimentaire ou en non alimentaire. Donc on connaît bien pour le non alimentaire tout ce qui est bioénergie, les biocarburants, la méthanisation, le biogaz. Ça, c'est des filières qui sont déjà bien implantées. Par contre, il y a d'autres filières qui sont, par exemple, les biomatériaux. Donc on parlait du chanvre, il y a le lin également dans les matériaux textiles en particulier, ou bien dans le bâtiment, qui peuvent servir d'isolant. On fait même du béton de chanvre. Mais il y a également la chimie biosourcée. Donc c'est vraiment ces grandes catégories: alimentation humaine, alimentation animale, chimie biosourcée, biomatériaux et énergie, on va dire. Donc c'est intéressant de regarder quelles sont les unités industrielles qui sont déjà dans les territoires. On appelle ça des bioraffineries, un peu comme une raffinerie pétrolière, mais pour le coup qui va transformer la biomasse et la transformer en molécules ou en produits qui vont avoir ces fonctions-là: matériaux, énergie, chimie, molécules chimiques, plateformes, pour pouvoir répondre à une substitution en fait de molécules issues de la pétrochimie, issues des énergies fossiles. Et donc l'idée, c'est de pouvoir construire cette bioéconomie qui soit territoriale, ancrée dans les territoires, donc avec un rôle très important du monde agricole, non seulement pour alimenter ces bioraffineries, mais aussi pour un retour de valeur. Je pense au digesta par exemple de la méthanisation, qui va être utilisé comme fertilisant dans les exploitations agricoles. Est-ce que c'est des choses qu'on faisait avant? Parce que là, vous dites c'est comme un retour un peu au local, où on essaie de créer toutes les chaînes de valeur de la culture à la distribution alimentaire ou non alimentaire, les produits qui permettent, comme vous dites, soit de fertilisants. C'est quelque chose qu'on faisait avant, mais qu'on organisait peut-être moins ou... Oui, alors évidemment, le circulaire ou le local, ça ne peut pas être du 100%. Hein. Oui. On vit dans un monde ouvert. Oui. Voilà, vive le commerce international quand même. On en a besoin. On ne peut pas tout produire chez nous. On a besoin d'apporter et d'exporter beaucoup de choses. On est quand même un exportateur de blé majeur. On exporte la moitié de notre production, donc n'oublions pas ça. Mais je voulais revenir sur l'atténuation du changement climatique aussi. Donc si on produit des bioénergies, c'est bien pour des questions d'atténuation du changement climatique. On répond aussi à l'enjeu de la souveraineté énergétique, par exemple, souveraineté industrielle. Mais cet angle-là, il est vraiment important. Et il y a également un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est pour alimenter un méthaniseur, il nous faut certaines cultures. Oui. Il y a des éléments animaux, des éléments végétaux, certaines cultures qui sont en particulier des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc les fameuses cives. Donc spécifiques pour alimenter... Voilà, qui ont un pouvoir, on appelle ça un pouvoir méthanogène, qui vont pouvoir être transformés du coup en biogaz et donc être injectés dans le réseau de gaz. Et donc pour ça, il faut aussi travailler la génétique de ces plantes qui sont cultivées sur ces cives. Et monsieur en parlait tout à l'heure, la cameline en fait partie. Donc là, pour le coup, c'est un peu une nouvelle plante qui sera sans doute amenée à se développer dans les prochaines années. Gilles, justement, est-ce que la partie recherche, j'imagine, est fondamentale pour, c'est le cas de le dire, pour trouver de nouvelles espèces qui soient destinées à l'alimentation ou, comme on l'a dit, à d'autres voies plus industrielles? La recherche, elle est indispensable? Alors, la recherche est indispensable à plusieurs niveaux. C'est que finalement, on va avoir besoin de variétés beaucoup plus résilientes face aux aléas climatiques, hein, que ce soit sec, humidité, froid, enfin voilà, on va avoir besoin d'adapter ces variétés-là.
on va avoir besoin aussi, et on le sait, on est rentré dans ce qu'on appelle les transitions agroécologiques, c'est-à-dire qu'on devra produire demain avec moins de produits de protection des plantes. Oui. On doit aussi pouvoir relever ce défi-là, donc les variétés doivent aussi nous apporter des réponses de ce côté-là. Et puis derrière, comme on disait, les espèces, les nouvelles espèces qu'on va introduire, on parle de la cameline, aujourd'hui les programmes de recherche sont quand même très limités, voire inexistants sur le territoire français. La filière des oléopros aujourd'hui, avec l'appui de Terrenovia, travaille justement au développement de cette culture sur les territoires. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir apporter des solutions aux agriculteurs pour leur permettre d'avoir un revenu sur leur exploitation. Donc ça veut dire qu'il faut davantage investir en matière de recherche et pas s'y prendre trop tard, parce qu'on sait que la recherche, ça met du temps à aboutir, forcément. On est un peu dans une course contre la montre ? Alors, oui, on est dans une course contre la montre. Alors, je ne veux pas dire qu'on est perdant, parce que le climat va vite, mais à nous d'aller vite également. On a plusieurs leviers pour ça. On a le levier... On va avoir besoin, et on a besoin de la recherche fondamentale, de la recherche publique qui travaille à nous trouver des solutions fondamentales. On a les semenciers qui travaillent également à offrir des solutions déployables sur le terrain. N'oublions pas, nous, en tant que filière oléopro, qu'on soutient, et là, pour le coup, c'est vraiment l'argent des agriculteurs qui permet de soutenir la recherche semencière, qu'elle soit recherche fondamentale ou recherche appliquée. C'est quand même quasi 500 000 € de financement annuel au soutien de la recherche pour vraiment intégrer les problématiques agricoles, les problématiques que rencontrent les agriculteurs. C'est bien dans cette optique-là qu'on travaille aujourd'hui. D'accord. Delphine Daillet, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire tous les tests que vous avez en cours. Si vous pouvez nous détailler un peu les cultures que vous imaginez pouvoir développer. Vous nous avez parlé de la mangue, vous nous avez parlé de l'avocat. Comment vous faites les tests et comment ça se passe et quelle est l'échéance, quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que 2050, comme le titre le dit, c'est du fantasme ou c'est bien réel? Alors, c'est pas du fantasme, c'est bien réel et je rejoins complètement Gilles sur l'aspect. Ce qu'il faut bien comprendre, on est confronté à du besoin pluridisciplinaire pour répondre à la question du changement climatique. Alors je vais vous parler des nouvelles espèces, mais je vais aussi parler du besoin qu'on a sur les espèces actuelles. Je vais commencer par les nouvelles espèces. La première chose, c'est d'introduire le végétal, qu'on n'a pas encore, et ça peut paraître anodin, mais il faut faire venir le végétal. Comment on fait? On travaille avec les autres pays, on introduit, on les met en pot, et après on développe pour regarder comment ça peut se passer. Donc tout ça, ça prend un temps certain. Quand on est sur du tunnel ou de la serre, on est vite dans l'apprentissage. Quand on est en pleine terre, il faut attendre sur du verger. Donc attendre, quel temps alors? La mise à fruit, c'est 5 ans, sur de l'agrume, 5-6 ans. Ouais. Et on se rend compte qu'il faut parfois attendre 5-6 ans pour se dire ça ne marche pas. Et essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça a fonctionné dans telle et telle condition de faire pousser des agrumes, des citronniers, etc. Donc on est vraiment sur de l'apprentissage qui va aller vite sur une partie plus labo, et aller vite 2-3 ans pour des premières réponses, et parfois quand on est sur du pérenne, qui va prendre un peu plus de temps. Donc c'est du pari qui n'est pas forcément gagnant non, d'où cette fois. Course un petit peu contre la montre et d'essayer d'apprendre vite et bien et de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, tout en se disant le climat certes c'est une chose, mais le sol c'est nos types de sols, donc on ne va pas forcément les changer. Là où on attend aussi beaucoup de la génétique, c'est sur les espèces actuelles. Les pommes, on en a partout, ça peut remonter, les vergers de pommiers. Ils ont besoin d'une certaine mise à froid. D'accord. Donc, je vais partir dans de l'agronomie, de la physiologie. Allons-y. Somme de degrés jour où on a froid, en fait, on reste au froid. Ça, c'est complètement remis en cause avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire que ces jours où on a froid et on reste au chaud, la pomme en a aussi besoin pour pouvoir fleurir. Et on pose la question aux généticiens, comment on fait demain avec une mise à froid qui va être différente. Et donc, quand je parle de pluridisciplinaire, c'est tester ce qu'on peut faire en conditions réelles, mais aussi poser des questions à de la recherche pour dire voilà à quoi on va être confronté et comment demain on va pouvoir continuer à produire
un des fruits qu'on connaît tous, qui est la pomme en France. Ouais, Donc, oui, ça en paraît fait, quand même une important. multitude de questions à se poser. Et je rejoins le sujet qui a été porté, c'est le sujet de la filière. C'est pas tout de vouloir introduire et de vouloir faire, c'est comment on va jusqu'au consommateur et comment on organise la filière pour que le produit il arrive au bon moment. Surtout quand on est sur du frais et du périssable. Donc derrière la production, on se pose la question des débouchés et des filières associées. Gilles, vous vouliez intervenir après, j'ai une autre question à vous demander. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, sur la vitesse et sur les besoins de recherche qu'on a. N'oublions pas qu'on a aussi le cadre réglementaire qui peut nous aider. Oui. Si demain on a l'édition génomique, si on a les NGT qui arrivent, et pour le coup, c'est un vrai défi aussi. Ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. On a eu une table ronde ce matin qui disait que finalement, on pourrait aller 2 fois plus vite. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que ce cadre réglementaire évolue pour pouvoir permettre d'apporter des solutions. Le message est lancé dans les ondes. À qui veut bien l'entendre. Voilà, c'est ça. Non, j'avais une question sur qu'est-ce qui peut amener à un échec, justement. Est-ce que c'est la constitution du sol? Est-ce que c'est les ravageurs dont vous parliez qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas sur notre territoire? Qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses en bien ou en mal? Ou on ne sait pas? Ou on avance à vue? La recherche est faite pour ça, il faut avancer un petit peu à vue et puis se rendre compte qu'effectivement parfois un sol très limoneux ne va pas correspondre à une certaine espèce. C'est pas grave, en fait le but c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs et c'est pour ça que les tests, ce qu'on appelle en chambre, à petite échelle, permet de valider ou de fermer certaines hypothèses pour pouvoir, justement, quand un agriculteur il investit dans c'est un investissement, c'est une vraie prise de risque de faire progresser son exploitation, amener de la diversité, qu'on lui apporte un maximum de réponses. Donc j'ai envie de vous dire, faut tester en fait. Juste avant de revenir vers vous, Marie-Cécile, d'une réaction justement, parce que vous avez fait ça, vous avez fait ce pari du sorgho. Bon, j'imagine que vous l'avez baqué, comme on dit, un petit peu, un minimum, parce que c'est votre gagne-pain. Mais comment on fait pour se lancer là-dedans et se dire, peut-être que les débouchés ne seront pas au rendez-vous, peut-être que le consommateur, il n'aura pas envie. C'est quand même assez important comme pari. Alors, en effet, c'est un pari qui est osé, qui est pour le coup innovant, parce qu'on n'avait pas cette culture dans le nord de la Loire. Il n'y en a pas beaucoup comme vous qui ont misé sur le sorgho? Alors en Ile-de-France, jusqu'à présent, j'étais tout seul. Maintenant, depuis... Vous avez des copieurs? Des copieurs, non, parce qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui réfléchissaient à cette culture déjà aussi depuis quelques temps, mais qui n'avaient pas osé. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelques hectares et quelques centaines d'hectares de cultivés en Ile-de-France de sorgho. Donc ça commence à montrer pour justement le retour des à savoir au niveau des sols, au niveau du climat, quelles sont les erreurs, quels sont les parcours culturaux qu'il faut faire. Chaque année, c'est une année différente parce qu'on a un climat différent. Donc sur 6 ans, on apprend chaque année. Et chaque année, il faut se remettre un petit peu en question sur la stratégie qu'on utilise, sur le pari que l'on fait par rapport aux débouchés, qu'on adapte la filière depuis la semence, la coopérative qui va avoir son rôle aussi lorsqu'il faut sécher, le triage, parce que là aussi, ce que l'on peut s'apercevoir aussi, c'est qu'on manquait d'outils industriels ou semi-industriels. Donc dans chaque région aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se sont lancés dans du triage optique, parce qu'avant en France, on en avait 1 ou 2 dans la France. Maintenant en Ile-de-France, on en a un qui est localisé notamment en Essonne. Donc tout ça, ça nous fait gagner du temps. Ça participe à créer toute une filière régionale. Donc au fur et à mesure, et ensuite il faut aussi que le consommateur, alors je dirais consommateur institutionnel sur les cantines, etc., joue leur rôle. Parce que si on veut que nos consommateurs de demain achètent en disant je connais donc je consomme, il faut déjà leur apprendre à consommer dans les cantines, à manger local, etc. Donc c'est vraiment tout un changement. Et oui, c'est un pari osé où c'est plus de l'intérêt général qu'autre chose, parce que c'est une passion, tout simplement. Ça veut dire que le retour sur investissement, le ROI,
n'est pas encore. C'est ça, Il n'y a pas encore les chiffres qui c'est montent. d'abord le plaisir. Et juste une question, vous allez miser sur d'autres nouvelles espèces comme ça, enfin nouvelles ou espèces qui existent ailleurs mais qu'on cultivait moins en France? Oui, alors moi il y a une autre culture que je promeus, c'est le pois jaune. Alors c'est une culture pourtant qui est cultivée depuis des décennies en France, mais à part l'alimentation animale, on s'en sert à rien en France. D'accord. Tandis que dans les d'autres pays comme au Canada, en Inde, etc., on l'utilise au quotidien. Et on parle des plats protéinés et protéiques. On importe du soja, on importe d'autres plantes qui ont des coûts environnementaux qui sont parfois compliqués à comprendre. Du dérèglement au dérèglement climatique. Exactement, qui sont des fois compliqués. Et en France, on sait quand même faire de la protéine. On en a besoin d'un point de vue agronomique, parce que sans tout simplement légumineuses, notre agronomie et nos cultures, nos rotations sont quand même assez limitées. Donc, favoriser l'utilisation de certaines plantes comme les pois, ça permet également d'enrichir, d'allonger les rotations, parce que plus on allonge une rotation, moins il y aura de maladies, c'est mécanique, moins on aura besoin d'engrais, c'est mécanique aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une culture à repartir pour s'adapter et puis déjà prendre des bonnes hypothèses. Basique, moi je suis une consommatrice, ça a le goût de quoi le pois jaune? C'est comme un pois... Un pois vert. Tout comme simplement. Un pois vert, exactement. C'est la couleur qui change, c'est tout. Exactement. Ça se cuisine pareil et ça a le même goût. Ça se cuisine comme le pois chiche. D'accord. Ah mais c'est marrant. Ah ouais. Bon à tester bientôt, il faudra revenir avec ça pour le tester. Marie-Cécile, vous éclairez un petit peu tous ces choix dans votre note et votre façon de voir cette production circulaire un peu territoriale. C'est pour essayer de donner le recul parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à suivre en même temps. C'est un peu ça le sens du travail que vous donnez dans cette vision circulaire des choses et territoriale? Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur un point important qui vient d'être dit, c'est la prise de risque et l'accompagnement au changement. Ça fait partie des choses vraiment importantes. Si on veut réussir cette fameuse transition agroécologique, l'agriculteur ne peut pas être tout seul à prendre des risques. Oui, c'est ça. Évidemment, il faut qu'il soit accompagné. Et là, le poids du collectif est vraiment important. On pense aux coopératives, on pense aux interprofessions, on pense à des collectifs d'agriculteurs qui, ensemble, vont travailler à des projets, pas tout seul, pour le coup. Donc un accompagnement ou en tout cas d'essayer de mettre en place les débouchés, les machines qui... de l'aide, du soutien. Un accompagnement aussi comptable. Parce que ça, c'est important que l'agriculteur soit suivi par des experts comptables qui vont avoir ces compétences-là, qui vont pouvoir réfléchir stratégie, c'est le mot que vous avez utilisé. Quelle stratégie pour mon exploitation pour les 10, 20, 30 prochaines années, en lien avec les conditions du territoire. Et est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans telle ou telle production? Et dans l'optique, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et justement, sécuriser en fait les revenus. En diversifiant les débouchés, mais aussi peut-être en ayant des revenus différents, avec par exemple des paiements pour services environnementaux. Qu'on peut avoir avec des agences de l'eau ou avec des entreprises, avec des crédits carbone agricoles, avec des primes filières dans le cadre de l'agriculture régénératrice. Qui vont valoriser en fait les bonnes pratiques entre guillemets, on va dire de l'agriculture durable. On parlait d'allongement de rotation, de couverts, de réduire en fait le travail profond du sol. Tout ça, c'est des bonnes pratiques agro-environnementales, on va dire, et qui doivent être rémunérées. Parce qu'au départ, lorsque l'agriculteur change ses pratiques, évidemment, ses rendements ne vont pas forcément rester les mêmes. Lui coûter, Donc c'est sans doute une prise de risque à court terme, mais au contraire, sur le moyen-long terme, ça sera au contraire une sécurisation de son modèle et de sa stratégie d'entreprise. Donc, accompagner l'agriculteur dans des choix qui sont un petit peu plus risqués, où là, c'est la start-up agricole qui parle, comme fait eux de son côté. Il nous reste 3 minutes, j'avais envie de refaire un petit tour, alors vous aurez moins d'1 minute chacun, mais un peu pour répondre à cette question et puis se dire quelles espèces, donc fin 2050, est-ce qu'on sera au rendez-vous de nouvelles espèces ou d'espèces qu'on aurait ramenées sur notre territoire? Vous y croyez? Vous pensez que c'est une réalité, Gilles? Alors, juste avant de conclure, juste redire que sur la prise de risque, en fait, je dirais que c'est quelque part dans notre ADN en tant qu'institut technique de tester, finalement, d'évaluer toutes ces nouvelles espèces ou toutes ces variétés sur les territoires
et c'est à nous de porter le risque. D'accord. Et quand on déploie, en fait, on valide. Parce que vous avez déjà, oui, voilà, vous on avez valide déjà et après, l'intuition. Et, voilà, ouais. il y a déjà. Ensuite, vous dire, alors je suis pas devin, mais en fait, on a juste le devoir de réussir. D'accord. Et ça implique qu'on le fasse collectivement avec la recherche publique, avec la recherche privée, qu'on le fasse aussi avec un cadre réglementaire qui nous soit favorable. Je pense que ça, c'est important. Deuxième message envoyé. Deuxième message au cas où. mais c'est important quand même, parce que finalement, on a des injonctions un peu contradictoires. On nous dit, vous allez produire demain, vous allez produire plus. On parlait de produits biosourcés, on dit, il faut réduire la consommation de pétrole, il faut la réduire. OK, les produits biosourcés sont une solution, sont la solution. Mais en même temps, il faut pouvoir avoir les capacités de produire. Légumineuses, on nous dit, oui, on manque de protéines en France, on doit produire des légumineuses. Par contre, le cadre réglementaire ne nous incite pas à en faire parce qu'aujourd'hui, on a des problématiques de bioagresseurs auxquelles on n'est pas en capacité de répondre. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette tous dans la même ligne, sur la même trajectoire. L'agriculture, les agriculteurs, les interprofessions, les instituts techniques, toutes les filières, enfin nous, la filière Oléopro, on est très engagés là-dessus et on porte ce message, mais c'est un message collectif pour répondre à cette ambition. Donc on doit réussir et on pourra le faire en collectif. Un petit mot rapide, hein, il nous reste 50 secondes, donc vraiment... Je vais juste compléter ce qu'a dit Gilles, voilà, en tant qu'institut, je ne peux que être d'accord avec Gilles et bien entendu, c'est le collectif qui va permettre de réussir. Et le dernier message, c'est l'agriculteur, il s'est toujours adapté. Faut juste l'aider à s'adapter. Je dis juste, et on est là pour ça, et on l'aidera à s'adapter dans le cadre du changement climatique. Je vais lui laisser le mot de la fin, justement, à l'agriculteur. Marie-Cécile, un petit mot de synthèse, justement. Un mot rapide, oui, diversification de la production, mais aussi des transformations, des valorisations, et oui, partir ensemble dans cette diversification. Donc l'agriculteur qui prend les risques et qui a besoin d'être accompagné. L'agriculture a toujours pris ses responsabilités et a toujours été au rendez-vous. Donc en 2050, on sera là. Après, c'est toute une filière qui doit prendre et surtout le politique. Parce que le politique a énormément de clés en main pour la réussite de l'ensemble des filières. Il y a pas mal de messages qui ont été passés lors de cette émission. Merci beaucoup en tout cas toutes et tous pour ces informations. Et puis on s'est projeté en 2050. Moi je trouve qu'il y a eu une tonalité plutôt positive, hein, mais il faut le faire collectivement et en soutenant les agriculteurs qui sont toujours au rendez-vous. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau Poussons le débat qui sera encore passionnant. Merci beaucoup.